Je vais vous laisser bien entendu vous installer. Merci d'avoir répondu présent à cette audition. Je vais me présenter rapidement. Donc, Michael Cosson, député des Côtes-d'Armor, rapporteur pour cette mission d'information qui va traiter du logement, du parcours résidentiel et comment remédier en quelque sorte aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer à chaque étape de sa vie pour obtenir un logement et ainsi atteindre les objectifs premiers qui sont d'abord de répondre aux besoins plutôt en qualité plutôt qu'en quantité. Et ensuite, cette mission, elle est aussi présidée par Monsieur Peu, qui est donc le député qui m'accompagne dans cette mission et qui est également vice-président de l'Union des organismes HLM et qui est un ancien élu local également, comme moi. J'ai été maire également. Et faisant aussi dans le passé je participais au sein de la DDTM sur tout ce qui était urbanisme, aménagement et autres. Donc vous avez reçu un questionnaire qui justement est le plus large possible. L'idée c'était que justement vous puissiez vous rendre compte des différentes questions qu'on était amené à poser aux différents acteurs qui gravitent autour du logement, car ils sont nombreux. Ça ne signifie pas qu'on a résolu le problème. Mais en tous les cas, ils sont nombreux à graviter autour. Et la volonté, c'est justement de pouvoir disposer d'une boîte à outils qui allait permettre de pouvoir répondre au mieux pour, comme je le disais, en fait, ce parcours résidentiel qui est grippé à chaque étape. On devient étudiant, on a du mal à se loger avant la fin de sa scolarité. On devient actif, on a du mal à se loger à proximité de son travail. Et on devient senior, on a du mal à quitter son logement parce qu'il n'y a pas l'offre pour pouvoir le quitter. Donc, comment faire en sorte que, justement, à travers des territoires dont la politique logement est attribuée désormais aux EPCI, comment on fait pour que, justement, ils disposent des outils qui, en fonction des territoires à l'autre, ne sont pas les mêmes besoins. On peut avoir des bassins de vie qui vont accueillir une entreprise de 1000 salariés, mais qui n'ont pas la possibilité de faire 1000 logements, par exemple. Comment au hasard d'un cas, voilà. Ou alors une population qui accueille de nombreux habitants dans l'ouest de la France et qui, chaque jour, voit sa population vieillir et qui n'a pas d'offre également pour pouvoir les loger. Ou bien en secteur rural, pareil, des gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'installer parce que pas de logement, parce que du coup, nous renonçant à l'offre d'emploi. Donc voilà, donc c'est vraiment problématique. Et aujourd'hui, on sent la tension se créer un peu partout, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, avec en plus des logements qui tombent à la vacance. Alors, on parle du logement saisonnier, il y a aussi ce phénomène-là, mais il n'est pas que. Et en tous les cas, c'est pas en coupant une jambe à l'un qu'on arrivera à retrouver l'autre pour le voisin. Donc, comment on fait pour justement redonner confiance aussi aux propriétaires pour qu'ils s'engagent dans les investissements à la pierre? Comment on fait pour que justement, cette différente problématique de logement, on y apporte des solutions qui sont, on a aussi durcissement de l'accès à la propriété avec les emprunts bancaires, mais on a également aussi forcément le ZAN qui va venir percuter un petit peu différentes choses, sachant que on a déroulé du tissu urbain en masse ces dernières décennies, mais on sans véritablement résoudre le problème du logement. Donc comment on fait pour que justement avec ce tissu qu'on a déroulé pendant des décennies, on puisse en faire une base avec de la dentelle qui réponde justement aux différents besoins qu'on peut avoir à différentes étapes de sa vie, et puis pour toutes les bourses aussi, parce que c'est aussi le cas. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On a à peu près un peu moins d'une heure. Si ça devait se prolonger, je devrais vous quitter puisque j'ai un train qui, en général, part à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère quand on y va. Et donc, en tous les cas, s'il part à l'heure, il partira sans moi. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas être en retard. Le train, lui, a le droit, mais moi, je sais que je peux pas. Donc, mais après, mes collaborateurs tout autour pourront continuer les échanges, sachant qu'ensuite, on pourra être amené au cours de cette audition qui devrait se terminer avec un rapport pour, on va dire, février-mars. Ce sera peut-être l'occasion de se revoir. Et moi, j'avais eu écho du travail qui a été mené au sein des EPCI par Laurence Penouette, qui était Laurence qui était DG à l'agglomération, dont j'étais le premier vice-président, et donc c'est comme ça que j'ai tenu à vous auditionner.
que si c'est enregistré, c'est important de parler dans le micro. Donc Virginie Carolo-Luttrau, je suis première vice-présidente d'Interco de France, mais pour situer un petit peu, je suis présidente d'une agglomération, Caussène Agglo, qui fait 80 000 habitants, coincés entre Le Havre, Rouen, la Seine, la mer, sur l'axe Seine, avec une particularité forcément rurale, polycentrique, 3 villes de 10 000 habitants, et des implantations industrielles. On doit faire partie des dernières grosses réserves foncières une fois que Dunkerque aura tout vendu. Il restera nous. Je crois que ça commence comme ça en Europe. Et pour nous, forcément, la question du logement, elle était très prégnante. Elle l'est à Interco de France, puisque beaucoup de collectivités partagent le constat que vous venez de faire en introduction, notamment sur les meublés. Et je pensais forcément à Saint-Brieuc, parce que nos communes adhérentes de Bretagne nous ont dit que jusqu'à 60%, certaines communes, jusqu'à 60% de meublés touristiques. Donc ça veut dire une population qui vit dans une commune fantôme, un peu, ce qu'on connaît aussi sur tout ce qui est littoral. Tout ce qui est littoral touristique, il y a des sujets forcément prégnants. Et puis, c'est un sujet qu'on prend, ça fait depuis 2004 déjà qu'on commence à nous déléguer au fur et à mesure au niveau des intercommunautés un certain nombre de compétences, avec le point d'orgue qui est l'autorité organisatrice de l'habitat, qui n'est pas encore tout à fait aboutie et qui va bénéficier de l'ouverture du ministre Vergrit pour pouvoir affiner les choses et trouver les règles de bon fonctionnement sur les territoires. En préambule, peut-être, c'est de redire que la position généraliste d'Interco de France, c'est de dire que les territoires sont à même de proposer des choses qui sont spécifiques à leur territoire, en collaboration avec les services de l'État, c'est-à-dire sous couvert du préfet. Je pense que ce qui va guider un peu l'ensemble des réponses de ces questions-là, c'est bien de garder toujours en mémoire, les territoires ne se ressemblent pas. Je vous dis, moi, coincé entre Rouen, Le Havre, je fais territoire d'industrie, dans lequel il y avait un volet logement attractivité. Pour cet axe Seine, je le pilote et je me rends compte que j'ai pas du tout le même dialogue avec Fécamp, avec Goderville ou avec des communes. Donc, ce qui vraiment domine nos débats au niveau d'Interco de France et nos propositions, c'est de dire trouvons des outils le plus souples possible sur lesquels on peut expérimenter, on rend des comptes. Et ça, c'est très important. Et c'était aussi le rapport des sénateurs Kerrouche et Canaillé qui avait bien mis en évidence que le préfet pouvait accompagner les territoires dès l'instant où il y avait une vraie décentralisation des compétences. C'est ce qu'on appelle de nos voeux forcément pour l'habitat. Mais je vais reprendre l'ordre de vos questions. Et par ailleurs, je suis vice-présidente de la région Normandie. Et on essaye de faire arriver les trains à l'heure. J'espère que... Alors vous, ça doit être Montparnasse. Je ne sais pas si vous rentrez sur Saint-Brieuc, mais on essaye aussi de faire arriver. Et c'est pas une question anodine. Parce que je l'illustrerai, mais sur mon territoire, avec 1000 emplois qui arrivent, 3 grosses implantations industrielles. C'est un sujet que je vais pouvoir illustrer. C'est intéressant d'avoir la théorie. Et on vous remettra l'ensemble de nos préconisations ou de réponses aux questions par écrit, même si on n'a pas fini l'audition. Mais pour vous dire que pour nous, en parallèle en prospective de logement pour accueillir des jeunes cadres, des techniciens, tous les cabinets d'ingénierie qui vont devoir construire ces unités industrielles, c'est presque 2,5 milliards d'investissements, c'est des gros volumes d'investissement. Donc des gros volumes de personnes temporaires. Et je pourrais rebondir sur Panly et Paluel. Je vois que je suis dans la salle de Dieppe. Avec Alpine, mais Panly-Paluel, c'est des milliers, rien que 1200 ingénieurs nécessaires pour la construction de l'usine. Où est-ce qu'on va loger ces personnes-là? Donc, il y a aussi question du logement temporaire. On a mis, nous, en parallèle, beaucoup la mobilité. Donc, faire venir les trains aussi sur les territoires intermédiaires. Le logement n'est pas toujours la réponse au regard du temps. Mais j'y reviendrai peut-être en illustrant au fur et à mesure des questions que vous avez posées. J'ai un petit peu défloré ce que vous dites, faut-il faire des EPCI le cadre de référence de la conception et de la mise en œuvre des politiques de logement territorialisées? Pour nous, la réponse est oui, avec des propositions sur le statut d'AOH obligatoire, clairement, pour tout ce qui est métropole, communauté urbaine. Nous, on irait jusqu'à la communauté d'agglomération, qui sont généralement structurées parce qu'elles ont depuis longtemps un PLH. Quasiment toutes nos agglos ont un PLH. Peut-être pas encore PLHI, parce que certaines sont encore en construction d'un PLUI dans lequel sera intégré le PLHI. Et puis, la question qui se posera, ce sera le niveau Comcom, sur lequel on a peut-être plus d'incertitudes et pour lequel il y aura peut-être besoin d'un temps de latence plus important. Exactement ce qu'on a fait pour l'eau et l'assainissement. On est plutôt cohérent. Au assainissement, c'était obligatoire sur un certain nombre de strates et les Comcom, c'est arrivé après. Là, je pense que sur la politique de l'habitat, on peut utiliser le même mode en disant les Comcom, sous couvert de manque d'ingénierie ou de manque d'expérience ou manque d'outils, pas de délégation d'aide à la pierre niveau 2, ni même en dessous. Donc, peut-être un temps sur la base du volontariat.
Ce que nous, on a interrogé nos adhérents là-dessus par rapport à l'utilité des EPCI sur cette compétence, c'est de ne pas gérer ça par des seuils. Parce que le 10 000 habitants entre l'Aveyron n'est pas le 10 000 habitants en Corrèze ou en montagne. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, obligatoire pour toutes les strates au-dessus de Comcom et sur les Comcom, sur la base du volontariat avec un accompagnement des services de l'État et peut-être des outils optionnels à la carte, ça nous paraissait vraiment important. On a déjà un certain nombre de délégations. La question se posera, et j'y répondrai pas aujourd'hui, c'est sur le département, qui pourrait venir en ingénierie sur l'ensemble des... Alors, les départements, dans beaucoup de territoires, sont déjà pilotes d'organismes HLM. Souvent, un département a son organisme HLM, donc on connaît très bien le logement social, un peu moins bien le logement privé. Mais on a posé la question au niveau du président d'ADF, avec M. Sauvadet, le président Sauvadet, qui disait, voilà, il faut qu'on y réfléchisse pour voir comment on peut pallier éventuellement une ingénierie. Mais peut-être que juste de faire entrer les Comcom au fur et à mesure permettrait de régler ça. Et il y a 2 départements qui sont expérimentaux. Je crois qu'il y a le Côte-d'Or notamment, le Loire-Atlantique aussi, qui veulent expérimenter justement quand une Comcom ne prend pas la compétence, que le département puisse devenir AOH. Nous, c'est un sujet qui nous conviendrait aussi. Le côté progressif et de ne pas mettre les territoires en difficulté me paraît intéressant. Donc, dans le cadre de l'AOH, ce qui nous paraît aussi essentiel, et à chaque fois je vais illustrer, c'est la notion de zonage. Aujourd'hui, je prends mon exemple, 1000 emplois qui arrivent. On a discuté avec Patrice Vergrit. Il me dit qu'il faut absolument que tu construises des LLI ou des PLI pour pouvoir accueillir justement cette frange de population qui sera juste au-dessus du PLS. Et c'est un zonage B1 qui est nécessaire, sauf qu'un zonage B1, dans les critères aujourd'hui, une commune de 9 000 ou 10 000 ou 11 000 habitants n'y accédera pas sans passer par le ministère, alors qu'on aurait très bien pu, dans le cas du PLHI, avoir des vrais projets construits. Ici, on a un noyau de logement qui va arriver dans les 10 ans à venir. Comment on fait? Eh bien, on peut autoriser du zonage supplémentaire ou autoriser en tout cas les organismes HLM à construire du PLI, puisque c'est encore des organismes qui ont beaucoup de fonds. Mais je vais y revenir après, parce que vous avez aussi posé la question. Pour nous, l'essentiel en tant qu'AOH, c'est de participer au débat des organismes de logement. Alors moi, je dis le loyer réglementé. Je vois qu'il y a plein de dénominations. Dans mes différentes campagnes, j'ai trouvé que le terme logement social était souvent stigmatisé et faisait peur à la construction. C'est-à-dire qu'on avait certains territoires qui ne disaient pas d'acheter. Les villages, par exemple. Pas de logement social parce que ça va nous donner, entre guillemets, des gens issus, entre guillemets, casse sociale. Et en fait, on travaille vraiment sur la dénomination loyer réglementé, loyer non réglementé pour pouvoir aussi changer cette image. Parce que c'est extrêmement important. Oui, c'est ceux qui les construisent qui ont... Oui, voilà. Pas pour ceux qui sont dans... Et encore que la mixité au palier est bien représentative dans le logement social, puisque sur un même palier, vous avez 3 F2, et ça va de 200 € jusqu'à 450 en fonction de la catégorie du logement. Donc pour nous, par rapport à la mixité au palier, c'était extrêmement intéressant d'avoir le logement social aussi ou à loyer réglementé. Voilà, moi je pense que voilà, on sait que beaucoup d'aides sont encore nationales. Les aides de l'ANA, MaPrimeRénov', les aides de l'ANRU, le PTZ, les dispositifs, et on voudrait une territorialisation de ces dispositifs avec un contrat signé directement sur les territoires et faire en sorte que l'ensemble des EPCI, en tout cas AOH, puissent participer au débat avec une convention d'objectifs pour les bailleurs sociaux. Moi, je suis administratrice d'un bailleur social qui s'appelle Logéal, qui a quand même, qui s'est regroupé avec d'autres bailleurs qui représentent plus de 20 000 logements quand même sur la Normandie. Et on s'aperçoit qu'il y a une logique financière, beaucoup, qui prévaut aux destinés. Donc on vend des logements pour récupérer des marges de manœuvre, pour pouvoir construire, mais on ne fait pas assez de prospective. D'ailleurs, leur vente de logements n'est pas corrélée à un projet de territoire. Et pour moi, ça pose problème. Sur certains endroits, certes, les logements ont atteint le nombre d'années, s'ils se sont dit au bout de 20 ans on les vend ou 30 ans on les vend, on les rénove et on les vend. C'est un peu beaucoup de PPI, de bailleurs sociaux sont ainsi. C'est pas concerté avec les EPCI. Alors oui, la CUS est votée, mais elle n'est pas concertée, elle est juste informée. Je pense que l'AOH a un vrai rôle de dire, nous on a ces projets-là sur le territoire, les bailleurs ne sont pas forcés de le savoir. Comment on construit une vraie prospective ensemble? Et là, ça pourrait aussi être intégré dans la notion d'autorité organisatrice de l'habitat.
Donc la production, vous nous demandez, de logements sociaux se situe aujourd'hui à un niveau historiquement bas et très inférieur. Pourquoi ? Déjà, la réduction des marges de manœuvre des bailleurs sociaux, ils le disent, entre le RLS ou même les APL qui ont été diminués, ils ont souvent compensé. Pour eux, ça a été, alors que c'était quand même les gros bailleurs étaient plutôt des institutions assez à l'aise. En tout cas, moi, toutes celles que je connais en Normandie, je resterai là-dessus, plutôt assez à l'aise. On a forcément une problématique territorialisation et foncier. Donc la problématique du foncier, la problématique aussi de ne plus pouvoir louer les logements F et G a concentré une grande partie des financements des bailleurs vers la rénovation thermique des logements parce qu'elle avait énormément de retard. De ce point de vue-là, je salue vraiment la loi parce que c'est une question de salubrité, d'équité, de mixité sociale et c'est vraiment important que les anciens logements des bailleurs soient aussi dans l'obligation d'une rénovation énergétique qui s'accompagne souvent aussi d'une rénovation d'accessibilité. Et ça, nous, on l'a mis dans l'ensemble des dialogues avec les bailleurs. Faites pas une isolation par l'extérieur sans penser à la salle de bain pour le maintien à domicile. Essayez de repenser en prospective le logement senior par rapport à du logement non senior, changer de catégorie d'appartements. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses et ça se fait par le dialogue et en étant AOH et en étant au début du dialogue, en tout cas les EPI seraient plus à même de pouvoir construire une politique commune avec le parc social. Forcément, la diminution des aides de la FNAP aussi à la construction du logement à loyer réglementé crée une baisse de l'offre de construction, même si elle est un peu anticipée par les bailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des fonds FNAP, mais comme on sait qu'avec le 1% logement qui s'est retiré et qu'il y aura de moins en moins d'aides, même si le ministre Vergrit a annoncé qu'il fallait vider les enveloppes et qu'il fallait absolument construire, je pense que c'est un problème. Pour le parc privé, la grosse problématique, c'est aussi la mise aux normes au niveau énergétique et le manque de surface de terrain. C'est-à-dire que dans le cas des PLUI, sur les nouveaux programmes de logement, les maires peuvent appliquer le surseoir à statuer, enfin à construire, puisque nous n'avons plus d'espace de constructibilité en extensif. Et là, je pense c'est là aussi qu'il sera important que les EPCI puissent porter les politiques de l'habitat de manière pleine et entière, c'est qu'on est capable de dialoguer avec les maires, on crée avec eux les PLUI, on crée avec eux les PLHI, on est capable de positiver cette question en leur parlant de densification, verticalité. Et c'est un dialogue qui n'est pas... On est utilisé pour l'habitat, mais on n'est pas titulaire vraiment de la compétence. Aujourd'hui, un maire me dit « je ne peux plus construire à cause du ZAN ». Je dis « si, tu vas construire différemment. Tu vas devoir élever dans ton PLU de 1 ou 2 étages la constructibilité. Tu peux aussi profiter des rénovations énergétiques pour augmenter ta surface. On a étudié le PLU de Paris cette semaine, qui est extrêmement intéressant en termes de construction pour continuer à végétaliser les cours et utiliser les extérieurs et remonter les immeubles d'un ou plusieurs étages et d'occuper les terrasses aussi. Le fait d'avoir moins, peut-être en densification, dans les dents creuses, de moins avoir de végétalisation au sol, c'est d'inciter l'ensemble des bailleurs, privés ou sociaux, de construire et de mettre des espaces sur les toits. Le toit, c'est et de l'énergie et de l'occupation sociale. Pour nous, c'est extrêmement important. Tous les toits des immeubles devraient être occupés soit par de la production d'énergie, soit par de l'occupation, parce que tout le monde a le droit d'être en haut et beau. Et là, on réconcilierait énormément de construction avec la verticalité et la densification qui est aujourd'hui culturellement un petit peu compliquée. Donc on se contente de nous dire sur les documents d'urbanisme, on ne peut plus construire parce que le ZAN nous en empêche. Et là-dessus, il y a un vrai dialogue à avoir avec l'ensemble des bailleurs privés et publics sur les territoires pour construire une stratégie commune. Hors de question d'avoir d'ailleurs qu'avec le bailleur public d'un côté, enfin social, et de l'autre côté avec les bailleurs privés. Pour nous, c'est vraiment important. Sachant qu'en plus, statistiquement, le logement est passé, c'est un tiers du budget pour les habitants, alors qu'il y a 10 ans, c'était à peine 20%. Pour nous, ça peut poser un vrai problème. Une étude récente de la Banque des Territoires a souligné le mur d'investissement auquel les opérateurs étaient confrontés concomitamment pour rénover le parc existant et les logements neufs. Je l'ai un peu dit, parce que comme j'ai lu vos questions avant, je les connaissais. Effectivement, dans les différents organismes, c'est la priorité à la rénovation, dans la peur de ne plus pouvoir louer les logements par la suite. Et c'est pour ça d'ailleurs que le FNAP a ouvert ses crédits pour la rénovation aussi des étiquettes E. C'est assez important parce que eux n'étaient pas concernés directement par la loi, mais justement pour
pour compléter les fonds, c'était extrêmement important. La réduction des moyens donnés aux opérateurs est un réel point faible des politiques nationales de l'habitat, c'est certain. Alors, là, on parle du logement vertical, mais j'ai envie de vous parler aussi du logement plus familial, un peu horizontal, donc la maison, la famille, les 3 chambres pour pouvoir accueillir des familles sur le territoire. Vous parlez d'une baisse aussi de construction, c'est une évidence. Moins de surface. On a aussi fait des maisons sur des terrains de 500 mètres carrés, avec beaucoup plus de problématiques de voisinage. En centre-ville, ça passe bien. Dans les campagnes, quand on voit le lobbying de la MRF notamment, ce lobbying qui est fait auprès des maires ruraux, c'est extrêmement compliqué d'inciter les maires à faire des PLU aussi, de participer au PLUI avec des PLU avec des terrains de petite surface. C'est très difficile. Moi, j'ai Cosseine Urbanisme, on a une agence d'urbanisme qui a traité depuis 15 ans, quasiment bien avant que la DDTM incite aux EPCI à prendre aussi les instructions de permis. On a une vraie problématique de façon de construire d'il y a 10-15 ans, les maisons boom-bram, les maisons basses, les toits non occupés. Et ça veut dire que les EPCI sont capables d'accompagner le parcours résidentiel de A à Z, en ayant recruté des architectes paysagistes, en ayant recruté des architectes dans leurs équipes, en faisant des maisons de l'habitat, en mettant en place des matériothèques. Et puis, je vous ai parlé du manque de foncier qu'on impose, nous, dans nos PLU, qui peuvent faire renoncer sur des maisons. Et puis, à côté, c'est les banques. Avec les taux qui ont augmenté, il y a eu un effet immédiat de baisse de constructibilité. Et là, je trouve qu'on devrait avoir... Les banques doivent avoir une obligation. Je crois que le Crédit Agricole, par exemple, dit sur le PTZ, l'État met 1 euro, le Crédit Agricole met 1 euro pour les primo-accédants. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est sur la base du volontariat pour le Crédit Agricole. C'est dommage qu'on n'incite pas les banques à travailler sur ces questions-là, ou sur les non-primo-accédants, de demander aux banques de prêter à taux zéro sur tout ce qui est production d'énergie, d'ENR sur les maisons. Et aujourd'hui, personne ne prend en compte qu'une maison, mais on va mettre 15 000 euros de plus dans l'isolation et le chauffage, elle va coûter 200 euros de moins par mois. Alors qu'on va peut-être avoir que 100 euros de plus de prêt. Donc, le foyer va gagner 100 euros, la banque va prêter un peu plus, et nous, on pourrait être organisme certificateur grâce aux espaces info-énergie, aux plateformes SAR, on a quand même de l'expérience en la matière, on pourrait être certificateur en disant à la banque, vous pouvez dépasser le taux d'usure, parce que dans ce cadre-là, on aura des frais de fonctionnement beaucoup plus faibles. Je sais que ça peut être compliqué, mais je pense que si le PCI elle a vraiment tout le parcours j'ai envie de construire, je m'installe sur le territoire, un welcome package, une entreprise s'installe, on reçoit les salariés, on leur montre comment construire, comment acheter, et qu'on accompagne les banques, les notaires, qu'on puisse avoir les professionnels aussi de l'habitat autour de la table. Et ça peut être fait à une échelle, pour nous, intercommunale. C'est vraiment important. Alors, je ne sais pas, Aix-Marseille, c'est grosse métropole, mais en tout cas, nous, à une échelle de 80 000 habitants, ou même sur le Havre, on a des dispositifs extrêmement souples qui vraiment sécurisent le parcours de l'habitat. On est en prospective aussi, on sait à quel moment, on sait exactement le nombre de logements seniors, on sait les gens qui vont pouvoir construire et habiter en centre-ville et libérer des espaces en périphérie. Illustrer, aujourd'hui, on a nombre de ménages qui restent dans leur logement dans le parc privé, qui souhaiteraient accéder à la propriété et qui ont parfois des locations ajoutées aux charges bien supérieures à ce que ça pourrait être de devenir propriétaire, et à qui on vient dire que derrière, vous ne remplissez pas les conditions, alors qu'ils auraient un reste à vivre bien supérieur en devenant propriétaire, ce qui est une aberration. Mon fils et mes jeunes, mes enfants, j'en ai 5, ils sont tous confrontés à ça. Les loyers sont beaucoup plus chers que s'ils avaient eu le droit d'acheter une petite maison. En plus, ils capitalisent. Alors après, vous posiez la question, est-ce que ça les rend sédentaires ? Voilà, certainement que en France, par rapport au reste de l'Europe, on a ce culte de la propriété. Il y a plus de souplesse professionnelle, sauf qu'on veut réindustrialiser et fixer les gens sur le territoire. Donc, du coup, notre modèle, peut-être qu'il était critiquable il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, je ne le pense pas. Et nous, on doit vraiment multiplier les opérations d'accession à la propriété, même pour les privés. Je vous donne un exemple. Sur mon territoire, donc 1000 emplois qui arrivent d'ici 2025-2026, j'ai décidé que la ville porte un immeuble complet de logement, entre guillemets, ce que j'appelais au début Airbnb. Parce que je vais recevoir des jeunes ou des moins jeunes, mais en période d'essai.
je vais recevoir des ingénieurs sur la construction, je vais recevoir des techniciens qui vont faire du process, du design d'usine, je vais recevoir des médecins. Et quand on voit que les médecins n'arrivent pas à se loger dans les communes touristiques, c'est un vrai sujet. La ville va porter l'ensemble de ces logements, sauf qu'on va construire cher. Pourquoi? Parce que je veux l'immeuble entièrement réversible vers une résidence senior. Parce que dans 10-15 ans, j'aurai plus besoin de ces logements. Donc, ça nous coûte plus cher parce qu'on crée déjà les espaces partagés qu'on va définir en coworking peut-être, mais je me retrouve avec des financements où les services de l'État me disent votre rapport au mètre carré il est trop élevé pour du logement, pas assez élevé pour du bureau, on ne sait pas ce que vous faites. On ne comprend pas ce que vous faites. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que je vais avoir un problème de financement d'une manière générale pour avoir ce type de construction hybride qui vont remplir un besoin à un temps donné, mais qui vont se transformer aux besoins de dans 10 ou 20 ans de manière aussi souple. Et je pense que là-dessus, c'est pour ça que je voudrais que les services de l'État, alors moi quand j'en discute avec le sous-préfet, il me dit mais moi je connais votre territoire, comme le vôtre connaît le territoire de Saint-Brieuc, il n'y a aucun problème. Mais il me dit par contre par rapport aux décisions nationales, aux fonds verts, à toutes les aides que vous pourriez obtenir pour équilibrer ce type d'opération, vous ne rentrez pas dans les clous. Et aujourd'hui, les industries s'implanteront dans des territoires intermédiaires comme les nôtres, qui ne sont pas sous les zonages B1, qui n'ont pas les mêmes dispositifs que les métropoles et la densification déjà assumée depuis des années. Exactement. Les territoires sont spécifiques, un territoire spécifique, un projet et un seul contrat. Et nous, on est prêt à rendre des comptes, à renoncer à des choses si ça ne fonctionne pas et à partager les choses qui fonctionnent sur d'autres territoires qui sont similaires. Et je pense que ça, et sur l'habitat, il ne va pas falloir qu'on loupe ce virage parce qu'on n'aura plus beaucoup de terrain, on n'a plus beaucoup de moyens et on a plein de gens à loger. Vous disiez pourquoi, et la Normandie est très mauvaise là-dessus, on a construit beaucoup de logements et on n'a pas plus de monde. On perd même de la population, on perd des étudiants parce qu'ils ne trouvent pas à se loger dans nos métropoles, cannaises, havraises et rouennaises. Mais il y a le desserrement des familles, qui est un sujet aussi. Et moi, j'ai énormément de logements à loyer réglementé où j'ai 2 personnes avec 4 chambres. Parce que les enfants sont partis et j'ai aucun moyen, on n'a aucun moyen. C'est pas que je veux les virer, mais les inciter à trouver des marges de manœuvre dans un logement plus petit, avoir des possibilités quand même de le faire, pour nous, c'est un vrai sujet prégnant, même pour les bailleurs, quoi. On a besoin d'un parcours sécurisé où on annonce dès le départ aux gens qui sont dans les loyers réglementés de dire vous ne pourrez plus rester à partir de... Mais il faut qu'ils sachent dès le départ. Donc c'est pour les intrants en ce moment. Pour les autres personnes qui ont un attachement viscéral à leur logement, ça paraît aussi être... ça peut être un vrai problème. Vous me demandez de dresser les principaux outils de soutien à la production de logements, PLI, PLU, PLS, PLI. C'est assouplissement du PLI. Je pense vraiment que sur des territoires intermédiaires, il faut penser au PLI, alors que c'est vraiment très concentré sur les zones en tension. Et il n'y a pas de prospective de fait. Qu'un territoire est capable de vous dire « j'aurai besoin de tel logement dans 4-5 ans », c'est un peu le principe du PLHI. Et nous, notre PLH, c'est faire toquer par les services de l'État en nous disant non, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Je dis, mais vous n'avez pas compté les implantations industrielles. Ah ben non, elles ne sont pas arrivées. Oui, ok, elles ne sont pas arrivées, mais j'ai quand même 2 permis de construire. Donc j'ai même 357 fiches de poste que la Maison des compétences travaille d'ores et déjà. Et là, on se dit que si nous, on était en amont, si c'était du bottom-up, si c'était des besoins vers les réalités, les services d'État, quand je leur dis, ils me disent « Ah oui, vous avez raison, oui, mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas prendre ces données-là en compte, tel qu'on me demande de contrôler le PLH. » Donc, on est toujours un peu dans la même dynamique. Nous, on a besoin... Moi, je travaille très, très bien avec la DDTM, je travaille très, très bien avec l'ADREAL, je travaille très, très bien avec l'ADEME en prospective. Par contre, quand on est au moment de l'instruction, ils me disent « On est coincé par les outils actuels. » Donc, c'est de la souplesse en la matière et vraiment la notion de bottom-up. Et je pense que dans le cadre de la décentralisation, de la compétence habitat, il va falloir mettre quelques lignes sur ces sujets-là. Faut-il rendre plus incitative la fiscalité applicable à la construction de logements destinés à une occupation pendant longtemps? Alors du coup, je me suis réfléchi. Vous aviez, enfin, le gouvernement avait mis en place la prime du maire bâtisseur. Maire bâtisseur, maire battu. Mais on bâtit quand même, tant pis. Et j'ai demandé à mes services, et je peux vous dire qu'elle est méconnue. Moi, j'ai bâti énormément de logements, quasiment 800 sur 10 années, alors pas depuis 2021, bien évidemment.
Et effectivement, moi, j'en avais entendu parler et j'ai pas fait le lien. Et le sous-préfet m'en a jamais parlé. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais nous, on a un doute. On a questionné un peu nos adhérents et peu ont utilisé ce dispositif. Je ne sais pas s'il est trop restrictif. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu aujourd'hui, donc on vous dira peut-être les raisons de la non-utilisation en réinterrogeant nos adhérents. Mais aujourd'hui, sur les intercommunalités, les 2 000 € par logement, je crois que c'était ça, n'ont pas été forcément utilisés, n'ont pas été incitatifs. Et la fiscalité, franchement, des logements vacants et la THLV, il faudrait la fusionner et mettre à la main des intercos qui pourraient proposer au préfet, en fonction des zonages, des choses beaucoup plus incitatives. Parce que ça inciterait à la rénovation. Quand vous dites pourquoi il y a beaucoup de logements vacants, souvent c'est la vétusté des logements. Donc il faut qu'on ait des outils pour inciter les propriétaires. Moi j'ai une commune, la mienne non, c'est une commune assez récente, 800 habitants en 1930, et puis il y a une loi qui a dit maintenant il faut raffiner sur le sol. Aujourd'hui on est 10 000. Par contre j'ai la commune historique qui elle était sur l'industrie sucre et filature. J'ai, que je dise pas de bêtises, sur 5 000 logements, j'ai plus de 550 logements, donc plus de 10% du parc qui est vétuste, insalubre, ce qu'on appelle les catégories 6 et 7 au niveau de la liste 41. Et je n'arrive pas à trouver des moyens de rénover ces logements-là. Et voilà, pour nous, c'est un vrai sujet d'avoir, tant que le propriétaire, ça lui coûte pas cher. Souvent, on a des problèmes d'indivision aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le logement, il est un peu pourri, il vaut pas cher, et puis en plus, on est 6 ou 7 héritiers de rang suivant, et il n'y en a pas un qui veut mettre 1 euro. Quels outils on peut mettre à un moment chez les notaires pour mettre en alerte au moment des successions? Souvent, parce que là, je viens de sortir la liste il y a 2 mois, pas forcément pour l'audition, et j'ai pointé le travail qu'on avait à faire avec la commune de Bolbec pour pouvoir alimenter le PLHI, proposer des choses. Et je pense que sur un certain nombre de communes, vous avez ce type aussi de problématiques. Où on n'incite pas assez les propriétaires à rénover. Ils préfèrent pas louer que d'investir, ça c'est clair. Et c'est les copropriétés. Nous, dans le cadre de notre politique en matière d'habitat, on fait des réunions avec les notaires, avec les agences d'immobilier, avec tous les syndics de copro, les foncias, les syndics maisons et autres. On fait des réunions pour dire informez vos copropriétaires. Nous, on fait des aides beaucoup sur les copropriétés. Des fois, c'est un immeuble complet qui est plus loué. Ça marche souvent comme ça. Et je pense que c'est le cas à Marseille aussi, dans les grandes métropoles. On partage, à mon avis, les mêmes problématiques. Donc, et je pense que l'interco n'est pas assez identifié sur le logement. La décentralisation telle que la veut le ministre va être très intéressante parce que nous, en local, on connaît les interlocuteurs. Et si on est identifié, ils viendront plus spontanément aussi sur les entités comme notre plateforme de la rénovation énergétique pour pouvoir accéder au financement. Alors nous, on a décidé de plus faire en sorte d'attendre qu'ils viennent à la maison d'intercommunalité, mais on achète un bus qui va faire le tour des villes et des villages pour expliquer, sonner chez les gens, et on a travaillé avec les énergéticiens pour commencer par les quartiers les plus énergivores. Voilà, pour remettre en location un maximum ou en vente un maximum de maisons en la matière. C'est-à-dire descendre sur le terrain et donc il faut des moyens pour tout ça. Mais en tout cas, c'est une des stratégies. Lausanne, on en a déjà un petit peu parlé. Moi, je pense que l'effort de pédagogie se fera sur la densification, la verticalité, occuper les toits et arrêter ce côté un immeuble, c'est de l'ombre. Je pense qu'il y a des tas de façons de construire qui seront intéressantes pour pouvoir densifier. Sur la question du ZAN, juste Oui. une réflexion moi, que j'ai, puisque du coup, on sait que c'est un outil qui crispe, tout le monde en parle, tout le monde parle du fait que derrière, ça va augmenter le coût au mètre carré. Ne croyez-vous pas, à l'heure où finalement ça va être aux collectivités, notamment aux EPCI, de pouvoir résoudre le problème d'accueil des populations sur les zones qui sont artificialisées, qu'il y a là, parmi les 125 000 hectares qui resteront à construire dans les 10 prochaines années, une manne financière qui pourrait vraiment être utilisée à destination justement des territoires qui auront comme chantier des constructions, reconstructions, des réhabilitations en centre-bourg, en centre-ville, parce que c'est un outil qui crispe. Moi, j'ai envie de dire que ça doit être un outil qui va permettre de pouvoir réaménager sur la ville. Et plutôt qu'avoir dans bon nombre de territoires parfois
des propriétaires qui n'ont pas mis les pieds depuis 40 ans, voire même 2 générations, et qui vont en bénéficier l'usufruit, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité à ce que ça profite, avec toutes les plus-values que ça a pu avoir lieu depuis 40, 50 ans, 60, 70 ans, que ça profite au territoire pour que justement ils puissent répondre aux attentes de la population qui, elle, paye des impôts et qui est présente au quotidien, qui va faire en sorte qu'un bourg ne meure pas, qu'une école ne meure pas, que je veux dire, qu'il y ait une économie. Enfin voilà. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose et sachant une autre chose, les lotissements. Nous avons aujourd'hui les travers de ce qu'on a pu autoriser. Lorsque nous avions des centres-bourgs ou des centres-villes, c'était des architectes urbanistes qui constituaient ces bâtiments. Et puis après, on a confié ça à des géomètres. C'est tout, fin de l'histoire. Sur les 3 points, pour revenir sur votre dernier point, moi j'ai un lotissement sur ma commune qui est monstrueux, qui a été fait, bon voilà, et ça a été fait par une boîte de VRD. C'est exactement ça. Donc tout ce qui est études architecturales et paysagistes en matière d'urbanisme, c'est extrêmement important. Par contre, j'ai un lotissement de 1930, celui qui a été construit comme Clermont-Ferrand, avec l'arrivée des raffineries. Pour moi, c'est Exxon. C'est Esso qui a construit à l'époque. Sur 400 mètres carrés, tout le monde a son intimité. Et quand vous prenez les dernières études qui demandent aux gens, c'est quoi pour vous la notion de bonheur? On l'a utilisé à France-Ville et Territoires Durables, que je préside. On l'a utilisé aussi sur Interco-de-France. L'AMF avait exactement ce même type de questionnaire. La première chose qui arrive, c'est je veux un logement avec intimité. Je veux du temps pour mes proches, donc pas être trop loin du travail. Je veux pouvoir... Et nous, des lotissements qu'on faisait donc il y a 90 ans, avaient plus d'intimité que ce qu'on a construit dans les années 80-90. Et pour moi, on devrait obliger à ce que tout lotissement soit accompagné d'une étude urbaniste, architecturale et paysagiste, parce que la fonctionnalité du végétal, les trottoirs, moi je me fais engueuler toutes les semaines pour le désherbage. Et je leur dis, c'est pas sale. Je dis, ben d'accord, on va supprimer les trottoirs, on va faire des nous, même en ville. Et les îlots de fraîcheur, je veux une clim. Non, tu auras un îlot de fraîcheur. L'école a besoin d'une clim. Non, elle a besoin d'un cloître. Et je crois qu'il y a vraiment, en termes de construction, des choses sur lesquelles on peut revenir et permettre, à mon sens, de construire de manière plus intelligente. Je pense qu'on construisait plus intelligemment à 90 ans que ce qu'on a fait ces 20 dernières années parce que le foncier était pas cher. C'est comme l'eau, on la gâche quand elle est pas chère. Et pour moi, le ZAN peut être une bonne chose pour rendre précieux le sol. Le sol, c'est précieux. C'est pour ça que, bon, je suis pas... j'ai besoin de construire des logements, mais sincèrement, j'essaye de positiver le ZAN. Sur la fiscalité, nous, on pense qu'il y a le 1% logement qui pourrait être attribué dans le cadre de la décentralisation de la compétence logement pour financer tout l'accompagnement. Je pense aussi que toutes les plus-values qui ne sont pas dues aux propriétaires pourraient être fiscalisées. Vous prenez une maison, comme vous disiez, peut-être pas occupée ou même occupée, et puis nous, on met un train. Nous, l'argent public, on met un train. Nous, l'argent public, on installe une entreprise. Nous, l'argent public, on installe des équipements supplémentaires, et la maison, elle prend le double. Et très virtuellement. Sur cette plus-value, on pourrait avoir un calcul efficient, et puis ça viendrait compenser le financement des politiques pour construire plus vertical, de construire plus dense, c'est plus cher. Construire sur des friches, c'est plus cher. Dépolluer des sols, c'est plus cher. Mais ça pourrait venir aussi d'une manière, parce que dans la France est quand même la championne de la péréquation. Ça pourrait venir équilibrer des territoires, ou à l'inverse, on vous met pas de l'industrie, demandez pas votre petite industrie, mais vous aurez aussi la compensation sur une péréquation nationale. Ça me paraît intéressant. Pourquoi je pense à ça? Parce que moi, on me dit souvent sur l'axe Seine, tu vas récupérer toutes les usines, et puis nous, de l'autre côté, on n'aura rien. Donc, on cherche des mécanismes de compensation financière pour dire, nous, on a quand même les désavantages, le risque industriel, la mobilité, etc. Mais c'est normal que des territoires limitrophes qui vont peut-être subir la zone d'expansion des crues de la Seine, qui vont subir des zones de compensation, soit aussi, ils vont subir aussi le passage des lignes 400 000 volts. Non, mais vous voyez, donc c'est important qu'on ait une péréquation nationale là-dessus et qu'il y ait une manne financière qui puisse être issue des plus-values ou des moins-values. Enfin, pour le coup, des plus-values, je pense qu'il y aurait vraiment des sujets à travailler en la matière. On l'a évoqué en commission urbanisme l'autre jour. C'est une question que j'avais déjà évoquée lorsque j'avais été auditionnée pour le ZAN, en disant, voilà, il y a des territoires qui vont devenir virtuellement plus intéressants, plus précieux, et il va falloir vraiment qu'on travaille cette notion de plus-value et comment on peut la fiscaliser. Je sais que c'est remettre des taxes et tout, mais c'est surtout
une subtilité, une intelligence qui n'est pas facile à mettre en œuvre et qui, là encore, doit être spécifique à tous les territoires. Je suis sûre qu'un tableur Excel national ne pourra pas vraiment faire émerger quelque chose de cohérent sur les territoires. C'est évident il faudra trouver des sous et qu'il y a des mannes. Il y a de la spéculation aussi. Hein. Donc, il y en a certains qui achètent des quartiers quand ça vaut pas cher. Et après, d'ailleurs, c'est la problématique de certains maires aussi, qui n'arrivent pas à acheter des terrains qui ne sont pas encore constructibles parce qu'eux vont construire des équipements publics dessus ou les utiliser pour améliorer l'attractivité du territoire. Et si ça se sait, ils n'arrivent pas, ils vont être obligés de les acheter au prix fort. Donc, c'est des sujets qu'on avait abordés aussi. Donc là encore, s'il y a un territoire qui est d'accord sur un projet, on peut se mettre d'accord sur un contrat et sur des dispositifs qui soient vraiment spécifiques au territoire. J'ai vu une autre idée, mais elle est partie. Ok. Vous m'aviez posé la question du bail réel solidaire, le BRS. C'est difficile à mettre en place. Il y a beaucoup d'organismes HLM qui sont agréés pour le BRS. D'ailleurs, c'est très compliqué d'être agréé. Donc, pourquoi pas autoriser des agréments au niveau intercommunal de ces dispositifs. Et puis, c'est pas parce qu'on est agréé... alors, c'est OFS, c'est les offices fonciers solidaires, que l'on trouve forcément les terrains qui vont avec. Est-ce qu'on a encore des spéculations là-dessus? Est-ce qu'il pourrait y avoir des priorités? Moi, je vois peu d'opérations. Pour ma part, je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'opérations sur les zones tendues, mais... Il y en a quand même, mais notamment... C'est une bonne chose, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est difficile à émerger. C'est effectivement un bon dispositif. Il y a beaucoup d'OFS qui se sont créés ces dernières années. Pour l'instant, la production est en devenir. Il y a différents types de montages économiques. Il y en a dans des secteurs tendus et dans des grandes métropoles. Je pense à Lyon, je pense à Rennes, je pense à Bayonne, Biarritz, voilà, où on arrive à sortir des logements en accession sociale avec des niveaux de redevance qui restent tout à fait raisonnables. Mais c'est vrai que ce sont des dispositifs qui souffrent de la cherté du foncier. Je voudrais revenir sur l'accès à l'emploi et le logement. Il y a 15 ans, les entreprises s'implantaient là où c'était intéressant pour elles, près des sièges sociaux, ou près de la modalité, multimodalité, fluviale, ferroviaire. Aujourd'hui, elles s'installent là où elles pensent qu'elles trouveront des salariés ou qui sont présents ou qui ont envie de s'y installer. Et ça, c'est un vrai changement. C'est vraiment, je ne veux pas dire c'est révolutionnaire, mais on subissait l'implantation des entreprises et aujourd'hui, si le territoire est attractif, c'est lui qui va attraper les entreprises. Et pour nous, le premier frein, je peux vous dire que là, on implante Eastman, donc c'est 400 salariés, 1 milliard d'investissements. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est quoi votre PLH? Et ça, on ne me l'avait jamais posé cette question. C'est quoi votre PLH? C'est quoi vos perspectives en matière de logement? Quel est votre taux de vacances? Parce qu'ils voulaient savoir s'il y avait des marges pour accueillir des nouveaux salariés. Et dans notre PLH, ils ont été... ce qui les a rassurés, c'est le fait qu'on fasse 11 millions d'investissements dans deux ensembles immobiliers en centre-ville qui serviront demain peut-être au logement senior, mais qui serviront pour leurs salariés. Ils sont prêts à pré-réserver des espaces. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir une attribution des logements sociaux sur le flux, non plus sur le stock. Ça, je pense que c'est... Alors, beaucoup de maires n'ont pas compris, en disant, ben voilà, moi, je ne peux plus mettre qui je veux sur mon quota de logement, mais je pense que c'est intéressant. Et là aussi, si le PCI était légitime aux yeux des maires pour traiter les questions d'habitat, avec une vraie conférence intercommunale du logement qui réunit l'ensemble des maires, dans lequel il y a un dialogue comme on a fait, je pense que ce serait intéressant. La fausse bonne idée, quand même, je l'appelle la FBI, c'est quand même 1 hectare pour les communes rurales. Je le dis comme je le pense, c'est-à-dire que nous, on avait établi un PLHI, un PLUI, donc avec un vrai PADDI, tout le monde s'entendait, et la loi qui est venue dire aux maires, vous avez le droit à 1 hectare, même si vous n'êtes pas propriétaire, même si vous n'aviez pas de projet, ils l'ont compris comme ça. Alors que non, le 1 hectare, il n'est valable que s'il y a vraiment un projet d'aménagement, une libération possible du foncier, etc. Il y a quand même plein de règles. Puis ça doit aussi correspondre à la règle littorale, etc. Eh bien ça, pour nous, ça a été un frein au dialogue. Tout ce qu'on avait construit sur certains territoires, les maires sont venus dire « mais moi, je veux juste 1 hectare », alors qu'ils ne le voulaient pas 6 mois avant. Vous voyez ?
Et pour nous, ça a été un souci. Mais peut-être pas partout. Hein. Alors peut-être pour... parce que moi je suis à l'origine de l'amendement qui permet l'hectare mutualisable. Ben, il faut le relire, mais du coup, l'idée, c'était justement de permettre, puisqu'on parle de dualité urbaine-rurale, et on peut l'avoir à l'échelle de sa propre interco. Et par contre, en fait, vous pouvez avoir un projet pour une commune rurale dont il n'a pas besoin d'un hectare, mais d'un hectare 5, et pour lequel il va devoir renoncer, parce qu'il a 1,5 hectare. Mais par contre, des communes aux alentours, ça présente un intérêt. Ça peut être une école, ça peut être pourquoi pas une entreprise, puisque derrière, on a toujours considéré qu'il fallait installer en périphérie où est-ce qu'il y avait les boîtes à chaussures, mais peut-être que si on prenait le modèle allemand, c'est peut-être aussi une manière de repenser la planification telle qu'on l'a fait, qui n'a fait qu'accélérer l'artificialisation d'ailleurs ces 40 dernières années. Voilà. Et donc c'est aussi ça, c'est de permettre de mutualiser soit à l'échelle des communes rurales, soit à l'échelle de son agglomération. Et c'est ça la subtilité qui a été ajoutée. Nous, on a compris la subtilité. Sachant que l'hectare, il représente pour les communes rurales, je crois que c'est de l'ordre de 9000 hectares à l'échelle nationale. Oui, mais vous voyez, sur un territoire comme le nôtre, à 50 communes, il y avait des communes rurales qui avaient même 2-3 hectares. Parce qu'elles avaient un vrai projet de développement, parce que... Et c'est là qu'elles pourront continuer à l'avoir en mutualisant avec les autres. Oui, mais les autres ne veulent plus mutualiser. Mais je pense qu'il y a eu un problème d'interprétation. Parce que moi, j'ai reçu le président de la FEDESCOT, qui était vraiment très remonté, qui trouvait qu'Interco de France, justement, avait été trop mou sur le sujet. Sauf que nous, on avait compris ces différentes subtilités. On s'est dit, c'est un outil. S'il est bien, il ne va pas en l'encontre de ce que nous, on souhaitait en termes de mobilisation. Mais il n'a pas été vu comme ça politiquement. Moi, j'ai quand même le président de la MRF, enfin 76, qui est un de mes maires, qui m'écrit en disant « Tu veux me voler mon 1 hectare ?» Alors que ça faisait 2 ans qu'on dialoguait super bien. Et là, ça a été parce que j'ai osé leur écrire en leur expliquant la loi. Ça, c'est quand même la réalité. J'ai écrit aux 50 000 en disant, voilà, la loi dit que vous pouvez ça. Vous pouvez aussi mutualiser. Vous pouvez continuer à rester sur le projet de PLUI qu'on avait en commun. Faites-moi part. Après, il y en a d'autres à qui j'écris, vous avez le droit à un hectare, vous avez déjà consommé 3 entre 2020 et 2023. Donc, vous savez, et là, j'en ai qui m'ont dit, bah non, c'est un hectare supplémentaire. Non. Oui, mais alors du coup, cet hectare-là, moi, il va falloir que Et ça a créé, malheureusement, beaucoup de confusion. C'est pour ça que je n'ai pas dit que c'était... C'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée, dans le sens où elle a été utilisée. Mais je le redis, j'assume, elle a été utilisée à des fins plus politiques en parallèle. Et nous, quand on a fait l'audition, on avait compris. Je dis, avec cette contrainte-là, celle-là, effectivement, si on ne s'entend pas avec les voisins, ça ne peut pas marcher. Sauf qu'aujourd'hui, politiquement, on bloque le PLUI sur des choses-là. Et pour être AOH, aujourd'hui, ce qui était dans les tuyaux, c'est que les PLUI soient terminés. Donc nous, on prône, vu le ralentissement de certaines projections, on prône un PADDI. C'est-à-dire qu'on se soit mis d'accord sur une stratégie commune, ce serait déjà un bon moyen d'avancer pour être AOH. Parce que là, on a très peu d'AOH, 7 EPCI. C'est tellement restrictif, il n'y en a que 7. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà les délégations d'aide à la pierre de niveau 2, qui vont passer en niveau 3 assez rapidement. Donc, toutes celles-ci devraient passer à OH à peu près automatiquement. Et puis, peut-être réexpliquer le 1 hectare, dire que c'est pas, on n'essaye pas de voler les communes rurales. Au contraire, moi, j'ai que du rural. 3 communes de 10 000 et le reste, c'est 130, 300, 500, 1000, 3000. Donc, c'était un vrai dialogue qui était bien engagé. Mais la MRF est venu dessus. Bon, vous verrez. Qui permettait l'interprétation d'un nombre de Quand personnes. j'ai été élue maire en 2014, je me suis arrêtée dans une commune, puis j'ai discuté avec un maire, puis c'était le maire de Céré, dans les PO. Et on discute, je dis, moi je suis jeune maire, ça fait quelques mois, c'est passionnant, on apprend plein de choses. Il me dit, oh là 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 là, dans 1 an, vous n'avez plus d'amis. À cause de l'urbanisme. Il m'avait dit, vous verrez, vous refuserez des permis. On va vous dire, mais si, moi, je peux construire. Et l'urbanisme, c'est un vrai sujet qui est très complexe à comprendre. L'habitat, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Et pour expliquer aux citoyens, c'est vraiment pas évident. Et je pense qu'aujourd'hui, ça pâtit tout ça. Mais l'urbanisme, c'est passionnant. Parce que le sol, l'urbanisme, ça gère le sol et la temporalité. Ça gère les deux. C'est ça qui est quand même
de manière matricielle. C'est ce qu'on fait sur un espace, mais c'est ce qu'on fait dans le temps. Où est-ce qu'on va? Sans l'urbanisme, on ne pourrait pas donner des caps. On ne pourrait pas avoir une vision sur un territoire. Mais c'est des fois mal compris. Ça doit rester un outil. Ça doit rester un outil. Mais c'est un outil au service des projets de territoire. Exactement. Parce que quand on travaille sur un SCOT, un schéma de cohérence, on commence... Nous, les SCOT, ça a été l'émergence des fusions de PCI. On n'a pas, nous, attendu la loi MAPTAM pour fusionner. On est 4 EPCI qui ont fusionné en 2008. Mais avant, on avait un SCOT commun. Et avant, on avait un schéma directeur commun. On a eu un SDO commun, on a eu un SCOT commun. Et c'est quand on a été d'accord sur la vision de la spatialité, où est-ce qu'on met les équipements, où est-ce qu'on met les routes, qu'est-ce qu'on privilégie, comment on sauve le sol, comment on sauve nos forêts, comment on préserve l'eau, qu'on s'est dit, autant fusionner. Vu qu'on est d'accord là-dessus, on sera d'accord sur les écoles, on sera d'accord sur le transport, sur le développement économique. Donc c'est un vrai outil de dialogue sur le territoire. Et c'est dommage, il ne faudrait pas que ça devienne des outils de conflit. Voilà. Je ne vous ai pas vexé. Hein. Non, j'étais maire depuis 2014 et responsable du pôle des autorisations d'urbanisme de 2007 à 2014 de mon territoire. Vous connaissez bien. Je connais bien. Moi, j'ai eu l'agence d'urbanisme juste avant d'être maire, quelques années. Enfin, voilà. L'agence d'urbanisme de ma collectivité, après avoir eu l'agence de développement économique. Donc, je suis fonctionnaire territorial. Je ne suis plus, j'ai démissionné. Mais j'ai toujours trouvé ces sujets passionnants et avec une once de frustration, comme si c'était quelque chose qu'on nous imposait, alors que c'est un outil vraiment au service des territoires. Je ne sais pas si on a fait toutes les questions. Non, on a parlé de la taxe, l'accession à la propriété, le bail réel solidaire, on a parlé. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Pourtant, je suis bavarde, mais... Allez-y. Moi, je devrais vous quitter dans 7 minutes, mais allez-y. Merci beaucoup, merci Madame pour toutes ces précisions. Alors, hop. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous remercie Madame pour toutes ces précisions. Effectivement, cette audition est très intéressante. Et très concrètement, j'aimerais savoir comment vous imaginez... Alors, Dominique Da Silva, député du Val d'Oise, et je porte un texte qui vise à faire que les employeurs deviennent des investisseurs plus directement pour justement pallier à ce lien emploi-logement. Et donc, très concrètement, dans le cadre d'une AOH, comment une intercommunalité peut facilement faire cette prospective et assurer à ses employeurs des logements au plus près des lieux de travail. Voilà, comment vous imaginez finalement cette relation-là avec les employeurs et pas que quand on a des gigafactories où là, évidemment, on a tout de suite un projet très ambitieux avec sans doute de gros moyens. Je parle davantage dans le quotidien. Ça touche à la fois les commerçants, les artisans, enfin les PME qui ont, et vous l'avez très très bien dit, aujourd'hui, la question du logement, elle est cruciale parce que c'est les compétences qu'on cherche. Et aujourd'hui, c'est une des grandes problématiques. Donc voilà, est-ce que vous avez, vous, une idée comment, voilà, à travers cette décentralisation, quels sont les outils dont vous avez besoin pour gérer au mieux ce lien emploi-logement? Je vous remercie. Merci de votre question. Nous, on a créé un outil, c'est une SPL d'aménagement dans laquelle il y a l'agence de développement économique, l'agence d'urbanisme et la maison des compétences. On a mis tout au même endroit. C'était un mode associatif, c'était un syndicat mixte, l'agence d'urbanisme. L'agence de Deveco était une association et puis la maison des compétences était une émanation de l'agglomération. On a mis tout le monde dans le même bâtiment. On a fusionné, on a mis un seul directeur en disant on ne peut pas dissocier l'implantation industrielle du logement, de la mise en place de la compétence. Dans les logements qu'on est en train de construire aujourd'hui, on les a présentés aux entreprises. On a travaillé avec Europan, vous savez, les architectes européens, autour de la thématique des villes productives de 2019. Donc là, autour des zones industrielles, nous, on a postulé pour que des architectes urbanistes nous montrent c'est quoi une ville qui vit, comment on crée de la fluidité territoriale, comment on crée Et vraiment, on a désiloté la question du logement, du développement économique et des compétences et de la formation professionnelle. Donc, à côté des logements, vous avez des plateaux de bureaux, une crèche dans lesquels les entreprises ont investi, et vous avez des organismes de formation et un laboratoire certificateur, et des ensembles de bureaux et des ateliers relais, mais en ville, pour tout ce qui est écosystème,
pour que la symbiose se fasse aussi avec les entreprises d'ingénierie, de calorifuge, parce que les TPE et les PME sont extrêmement importantes. Je dis pas que ça... Alors, j'ai pas... Moi, on a fait avec ce qu'on avait, parce qu'on n'avait pas d'outil peut-être fiscal pour imposer aux entreprises, vous vous installez, vous devez construire. Ça, je ne crois pas que ça existe, mais je me trompe peut-être. En tout cas, je ne l'ai pas eu sur mon territoire et je trouve très intéressant qu'on travaille là-dessus. Nous, on s'est dit, on va le faire par le mode incitatif. C'est-à-dire que vous allez réserver un certain nombre de logements et là, on est en train de travailler avec eux dans l'équilibre budgétaire, s'ils peuvent participer financièrement à la construction de ces logements, vu qu'on nous dit partout que c'est hybride et que ça n'existe pas. Parce que je ne veux pas du logement social, justement, je ne veux pas du loyer réglementé pour pouvoir accueillir tout type. Mais je veux accueillir le médecin qui va venir s'installer aussi, parce que les entreprises me demandent, est-ce qu'il y a l'accès aux soins pour mes salariés ? Est-ce que j'ai un mode de garde à horaire décalé pour mes salariés ? Donc nous, on a mis tout le monde, et là, on est en train de... Alors, il faut que ça reste confidentiel, parce que mon office de tourisme n'est pas au courant. Merde. Là, on s'est dit, il nous manque le dernier volet pour avoir envie de s'installer sur un territoire, c'est d'avoir l'office de tourisme dans cette même entité. Alors, je ne vais pas complètement déshabiller l'agglo, parce que l'agglo a encore la voirie, mais on s'est dit que l'entité SPL, avec une foncière, pour moi, le tourisme, c'est l'attractivité qui va avec. Donc, il me manque la mobilité, pourtant, je mets un train. C'est-à-dire qu'on a négocié avec la région Normandie, on ne peut plus faire de logement en Lausanne, il n'y a pas de souci. Par contre, on veut un train. Donc, on remet un train sur les lignes de fret en disant, on a arrêté l'utopie de se dire qu'on installera tout le monde sur le territoire. On va créer une dynamique, mais on va capter finalement pas 10 ou 15% des familles. Il faut que les autres puissent être mobiles. Il faut qu'on respecte le télétravail. Il faut que vous puissiez être parisien et venir travailler 2 jours la semaine sur les sites. Et puis, décarboner, tant qu'à faire, et pas mettre. Donc, tout ça, c'est dans la SPL d'aménagement. Et à côté, il y a une SPL mobilité. Et c'est un EPIC, forcément, pour le tourisme. Et on va fusionner tout pour que ce soit une seule entité. C'est un outil. En savoir plus sur votre outil. Enfin, vous l'avez très bien développé, mais effectivement. Je vais juste vous abandonner. Merci en tous les cas pour cette audition. Je pense qu'on sera amené à se revoir. C'était passionnant, ça nous a beaucoup éclairé, même si j'ai entendu beaucoup de choses que je répète, mais si ça peut être dit par quelqu'un d'autre, des fois c'est bien. C'est ça, c'est bien. Merci à vous, au plaisir. Ah si, je la vois régulièrement, parce que je suis toujours conseiller d'agglo. Ouais, je suis. Ouais. Ok. Voilà, maintenant c'est bon. Oui, non, très intéressant, évidemment, et je trouve que d'avoir, à travers cette SPL, apporté toutes les compétences. Alors après, voilà, c'est très bien expliqué. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus d'un point de vue effectif. Est-ce que vous arrivez finalement à répondre véritablement aux besoins ? Est-ce que vous êtes encore loin de satisfaire tout le monde ? J'imagine que c'est pas une chose très très simple. Pour autant, vous parliez de la fiscalité. Voilà, à un moment, il faut de l'argent, évidemment. Donc voilà, ça serait intéressant à travers ce modèle de voir comment comment ça a été financé et comment ça peut fonctionner à l'avenir et ce que vous souhaitez. En tout cas, ça m'intéresse de poursuivre au-delà de cette audition et de comprendre un peu mieux tous les mécanismes dont vous parlez. Merci. Pour illustrer, sans rentrer dans le détail, c'est la SPL, donc Océan Développement, qui a interrogé l'ensemble des entreprises du territoire, TPE, PME, groupes installés et grands groupes qui arrivent demain. Et c'est à eux qu'on a demandé comment vous voyez le territoire dans 10 ou 15 ans. Et c'est eux qui ont déterminé les besoins. Après, nous, on a trouvé le foncier pour le faire. Et pour nous, ça venait des entreprises qui ont le plus besoin. C'était essentiel. On n'a pas construit du logement pour le logement. Moi, je suis en rénovation de cœur de ville. Donc, c'est une rénovation depuis 2010, avec une concession d'aménagement depuis 2013. Et puis, c'était du logement, point. Des parkings et du logement. C'est ça l'obsession. Puis des cases commerciales. Et là, on a dit non, stop les cases commerciales. Justement, nos commerces vont mieux marcher s'ils sont moins nombreux, mais on va les reconcentrer. On réduit les routes et on a vraiment eu une approche, si une entreprise s'installe, ce qu'elle veut trouver. Et après, on travaille avec la foncière d'aménagement EPFN, qui travaille sur le développement économique. On travaille sur la foncière de la région, qui vient financer et nous aide. Donc, on a des portages financiers. Et la concession d'aménagement, pour nous, est un outil phénoménal pour pouvoir porter les choses sur 20 ans.
Parce que quand vous faites du renouvellement urbain, vous construisez des immeubles, il va falloir les amortir sur 20 ans aujourd'hui au regard du coût de la construction. Donc, ce n'est pas la commune ou l'intercommunalité qui investit directement, c'est à travers une foncière ou avec un mandant, comme nous, ça s'appelle la Schéma. C'est une société, je pense que c'était une SEM au départ, qui fait de l'aménagement. Donc, nous, on est en train de travailler sur les leviers. On regarde, si on investit dans la Schéma, cette fameuse société d'aménagement, combien ça rapporte sur le territoire. C'est facile de 1 à 5. Alors nous, après, la SPL, elle vit en vendant des prestations aux communes. Elle fait l'animation commerciale. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est ORT, PVD. On a 3 villes PVD sur le territoire. On s'occupe de ce qui est village d'avenir. Et on fait de l'ingénierie au service des communes. Ça finance la SPL qui, après, elle, fait levier sur les investissements avec d'autres structures comme des SEM d'aménagement autres. Et voilà. Mais voilà. Mais maintenant, du coup, ils sont bien une vingtaine. C'était une toute petite structure et ils s'autofinancent. Donc, ils apportent énormément d'ingénierie. On a créé notre petit cabinet d'ingénierie, j'ai l'impression, quand je le dis comme ça. D'autres questions, puisque je me retrouve seul, c'est ça, membre de la mission. Vous aviez peut-être des précisions, des choses. Non, c'est très bien. C'est très complet. Oui. Et après, sur la forme, quel type de nos préconisations de sélection et décentralisation. Je pense que là, c'est très précis. Après, on a tout à l'heure le lancement, justement, des travaux sur la décentralisation du logement avec Patrice Vergrit et je crois que c'est et Christophe Béchu à Roclore tout à l'heure. Donc, on va en savoir un peu plus. Mais voilà, on sent qu'il y a une vraie volonté à nous de bien trouver les outils et de répondre présent et de ne pas prendre notre avis à Interco de France, on ne va pas prendre trop à la carte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir assumer les politiques du logement, ce qui n'est pas évident non plus, vraiment assumer les choses. C'est pas dire, tiens, je veux bien ma prime rénov'. Pour nous, c'est extrêmement important. Je ne l'aurais pas redit là, mais ma prime rénov', c'est le moyen de mieux connaître les crédits qui vont permettre la rénovation énergétique. Aujourd'hui, moi, je monte des dossiers. Au mois de juin, j'ai plus de sous de l'ANA. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai rencontrés, qu'on a reçus, ces 140, 200 dossiers, on leur dit, il n'y a plus de sous de l'ANA, vous avez la région, vous avez le département, vous avez, nous, notre prime, parce qu'on fait levier sur la rénovation. Mais comme vous n'avez pas l'ANA, et l'ANA, c'est un très beau volume, l'ANA, donc ma prime rénov', vos dossiers, vous le représenterez en janvier 2024. Entre deux, l'artisan, il a été sollicité sur des devis. Et alors que si on avait vraiment une vision, une vraie décentralisation de ma prime rénov', on rendrait compte aussi. Et puis, en bas, on signe l'État. On n'a pas de sujet avec ça. Mais c'est vraiment... Moi, je l'ai fait à titre personnel. Je redescends, plus ça, déjà, je parle de mon territoire, de ma ville, maintenant, je parle de mon cas. J'ai eu ma prime rénov' sur un changement de chaudière alors que j'avais un problème d'isolation. Et si j'étais allée à l'Interco avec les caméras thermiques, avec mon service urbanisme qui vient, architecte urbanisme, et architecte aussi construction et architecte paysagiste, il m'aurait dit, vaut mieux faire une rénovation que de changer votre chaudière. Sauf que c'était très facile sur Internet d'avoir les CE, ma prime rénov' et bim. Et nous, on pense que c'est un service qu'on doit rendre aux citoyens et pas seulement une prime. Et vraiment, dans le cadre de la décentralisation, on insistera sur les financements. On ne peut pas balayer ça d'une main en disant oui, bon, d'accord, mais c'est pas ça l'essentiel. Pas loin. Pas loin pour faire quelque chose de global et de vraiment... le mur d'investissement à faire est phénoménal. Il y a des sous. Mais s'il pouvait y avoir un guichet unique sur les territoires au plus proche des habitants, je pense que ce serait une vraie façon d'optimiser. Très bien. Et peut-être ma dernière question, ça sera, vous l'avez évoqué, la mobilité dans le parc social, puisque bon, là, on a évoqué des projets qui peuvent se financer en LLI. Le parc social, j'imagine que comme partout, vous avez plus de demandes que de logements. Voilà. Et donc, comment vous voyez justement dans le cadre d'une décentralisation cette gestion du parc social avec justement ces attributions qui aujourd'hui ne fait pas toujours le lien évidemment avec l'emploi, même si évidemment la priorité du logement social c'est de loger les populations les plus défavorisées, mais dans une vision assez globale où on cherche à ce que les gens retrouvent le chemin de l'emploi, la formation, etc. Là aussi, quels sont les outils dont vous auriez besoin
pour justement arriver à mieux gérer finalement ce parc social. Vous parliez de la mobilité, donc ça veut dire qu'à un moment, effectivement, il faut revenir à un parcours résidentiel, c'est-à-dire que les gens accèdent au logement social, mais peut-être pas à vie. Voilà, comment vous voyez ces questions? Raison pour la saturation du parc social, et des fois il y a surtout, c'est que certains ne sont pas rénovés, et je pense que la rénovation va vraiment permettre, moi je le constate dans une des communes, les nouvelles opérations de logement à loyer réglementé ont vidé les anciens programmes. Vous aviez un bailleur qui, lui, tiens, je vais construire là parce qu'il y a eu de libération de terrain. Et puis il y a l'ancien bailleur qui n'a plus de locataires, donc qui ne retrouve pas l'équilibre pour, en plus, financer la rénovation. Après, ça peut être une erreur de prospective. Il aurait peut-être pu rénover avant. Donc ça, on peut avoir des soucis de déséquilibre. La deuxième raison, c'est d'être au-dessus des plafonds. Alors, il y a beaucoup de gens au-dessus des plafonds dans les logements. J'aimerais bien connaître ce qu'on appelle le surloyer. J'aimerais bien connaître. Et quand on a trop de surloyer sur un immeuble ou sur un bailleur, je ne sais pas sur quel, on pourrait avoir un outil pour dire vous avez trop de surloyer, vous devez contractualiser avec vos locataires. Quand il y a trop de surloyer, c'est que vous n'êtes plus du logement social. Et puis, vous avez la façon dont c'est comptabilisé qui pose problème. C'est-à-dire que quand les bailleurs sociaux vendent leur logement, pendant 10 ans, ils restent en termes de DGF comme logements sociaux, alors que ça ne l'est plus. Pendant 10 ans. C'est-à-dire que nous, dans les équilibres, quand dans le PLHI, on nous dit que vous avez trop de logements sociaux sur cette commune, mais vous avez tout un parc qui a été vendu, qui est encore estampillé, en tout cas sous couvert de la DGF, logement social, qui rentre encore dans la définition de la commune comme logement social, mais qui n'y est plus depuis 2, 3, 4, 5 ans. Donc ça, faut arrêter. Quand le bailleur vend à un privé, et ça, je trouve ça très bien, il propose prioritairement le locataire. Souvent, il y a une rénovation énergétique au préalable, donc c'est intéressant pour le locataire. C'est plus du logement social, pour le relibérer des potentialités de recréer du logement social à côté. Dès qu'on est sur moi j'ai un immeuble qui est assez sympa sur ma commune, je crois qu'on est à 50% de surloyer. Les gens ne bougent pas. Ils préfèrent payer un surloyer que de devoir quitter leur logement. Sauf que là, on n'est plus du tout dans la logique du bailleur. Alors, peut-être que la solution, et je ne suis pas une spécialiste, donc peut-être que mes collègues collaboratrices elles répondront mieux que moi, la solution, c'est quand tu rentres dans un logement à loyer réglementé, on t'indique tout de suite le parcours auquel tu auras le droit. Quand tu passeras à tel revenu, tu seras obligé de partir. Mais il faut qu'ils le sachent dès le départ. J'ai l'impression que pour eux, faire de la prospective, c'est aussi d'avoir les règles du jeu au départ. Et puis de dire aussi, pas seulement une question de niveau de vie, mais quand vos enfants auront des adressages fiscaux sur une autre adresse, on se garde le droit de vous proposer dans le même immeuble, et on gère, peut-être un peu en stock, mais on peut gérer en flux dans un même immeuble. Vous aviez un F4, vous passez en F3, là. Je pense qu'il faut... Le logement social, il est fait pour abriter les besoins de la population française. Ce n'est pas juste pour trouver du logement ad vitam aeternam. Je pense que ça doit répondre à un parcours résidentiel, ce qu'on ne pourra pas faire sur le privé. Donc le logement social est le seul outil qu'on pourrait avoir en la matière. Vraiment. Peut-être... Sur ce sujet sensible du maintien dans les lieux, que ce soit en ce qui concerne la taille de la famille et le rapport avec la taille du logement, c'est vrai que souvent on a des familles dont les enfants sont partis et les locataires n'ont pas bougé. La question du surloyer aussi. Je pense qu'une des clés à cette solution et qu'on voudrait voir figurer dans l'AOH, et c'est vraiment ça qu'on voudrait mettre dans l'AOH, c'est que les dispositifs ne soient plus des dispositifs descendants, mais soient véritablement des dispositifs à la main des territoires de façon à prendre en compte les réalités locales. Et en ce qui concerne les bailleurs sociaux, c'est quand même le droit de regard, en quelque sorte, des collectivités locales sur tout ce qui concerne la stratégie patrimoniale du bailleur. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, ça touche à la fois à la production neuve, ça touche à la réhabilitation, comme ça vient d'être dit, et ses effets de vase communicant. Ça touche aussi à la politique des loyers. Alors, c'est vrai que la délégation des aides à la pierre ouvre la possibilité de moduler les marges locales, mais dans les plans patrimoniaux des bailleurs, il y a quand même cette vision prospective. Donc là aussi, il devrait y avoir
un droit de regard, en tout cas des éléments de négociation qui seraient mis à la main des territoires. Ça touche bien évidemment à la question de la vente HLM, qui est importante, et ses effets sur la SRU et peut-être de façon indirecte sur la DGF. Donc, autant les collectivités peuvent avoir de bonnes négociations avec les bailleurs dont elles sont au conseil d'administration, et quand ce sont leurs bailleurs encore plus, donc les OPH. Ça devient parfois un peu plus compliqué avec les offices départementaux, parce que là, il y a eu des stratégies de regroupement, etc., qui mettent parfois en porte-à-faux des patrimoines à l'échelle du département, ou des communautés contre la grande ville ou la grande communauté ou la métropole. Donc ça effectivement, il faut pouvoir travailler cet aspect-là. Et ça l'est surtout sur tous les parcs verticalisés, c'est-à-dire ces grands bailleurs, CDC Habitat et d'autres, où là, ces groupes-là ont des stratégies qui sont des stratégies patrimoniales à l'échelle nationale et pas du tout à l'échelle des territoires. Et là, il serait essentiel que les collectivités puissent avoir sur les plans patrimoniaux, sur les conventions d'utilité sociale, un droit de regard, une capacité de négociation beaucoup plus marquée. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaiterait porter dans le cadre de l'AOH. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, pour moi, je pense que l'audition arrive à son terme, et donc si vous avez plus de propos, je pense qu'on peut arrêter là. Voilà, en vous remerciant beaucoup. Merci beaucoup.